C'est bienvenue à ce nouveau contre le Venezuela. De ce côté-là, l'on s'interroge. Également, il y a des sorties des officiels imposer donc des sanctions unilatérales contre le Venezuela et d'autres pays constituent un crime contre l'humanité sur lequel le procureur ces sanctions. Est-ce que le gouvernement de Maduro pourra donc y faire face? Inquiétante, le conflit dans le Tigré prend de plus en plus de l'ampleur alors que le front de libération du peuple du Tigré continue donc de progresser sur plusieurs fronts. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, de son côté, a appelé ses compatriotes à la mobilisation nationale. Objectif, soutenir les forces de défense du pays afin de remporter la bataille qui les oppose aux rebelles. Et dans le même temps, il faut le noter, plusieurs manifestations sont organisées dans le pays afin de soutenir le gouvernement. La deuxième problématique de votre numéro de géopolitique internationale. Eh bien, pour en parler, nos invités, Sébastien Périmoni, auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur, rédacteur en chef également du site www.afriquedufutur.com et membre du bureau Afrique de l'Institut Schiller. Bonjour à vous, Sébastien Périmoni, et merci d'être là aujourd'hui. Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs d'Afrique Média, tous ceux qui nous écoutent. Michael Garmondi-Agorov, analyste à l'agence Observateur Continental. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation et je salue également tous les téléspectateurs de la grande télévision panafricaine qu'est Afrique Média. Alors, Michael Garmondi, justement, on va commencer par vous. On le rappelle et on le sait déjà pour nos téléspectateurs. Le président américain Donald Trump avait signé en 2019 un décret qui imposait donc des sanctions sur tous les biens et intérêts aux États-Unis du gouvernement vénézuélien, augmentant donc la pression sur le président en exercice Nicolás Maduro. Pour Washington, il n'est pas légitime. Alors, Michael Garmondi, quelle est l'analyse que vous faites à la suite de ces sanctions américaines contre le Venezuela, sanctions qui, on le rappelle, restent justement qui continuent à peser sur le Venezuela, alors que du côté des États-Unis, on est passé à un autre pouvoir. C'est Joe Biden qui est maintenant à la tête du pays. Je pense que ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est qu'effectivement, ces sanctions sont totalement illégitimes. Elles n'ont aucune valeur légale en tant que telles. Elles se basent uniquement sur le fait que Washington veut punir Caracas pour avoir choisi une politique pleinement souveraine, indépendante, et au-delà d'avoir choisi cela pour son développement intérieur, d'avoir pu mettre en place, parce qu'il faut bien le dire, c'est la République bolivarienne du Venezuela qui a beaucoup contribué, à créer cet axe bolivarien latino-américain pro-multipolaire, qui aujourd'hui, malgré toutes les attaques qu'il a subies, continue d'être actif, continue de monter en puissance, y compris parce qu'il a toujours la sympathie et le soutien d'un large nombre de citoyens latino-américains, issus de différents pays d'Amérique latine. Évidemment, c'est cela la raison principale. Donc, au-delà du fait, bien sûr, que le Venezuela entretient aussi des relations d'alliance ou de partenariat stratégique avec des grandes puissances non occidentales pro-multipolaires également, comme la Chine, comme la Russie, comme l'Iran. Ça aussi, c'est évidemment des raisons qui sont nettes. Et c'est d'ailleurs un secret de polichinelle. Je veux dire, vous pouvez lire les rapports des hauts responsables américains. Ils citent ouvertement cela comme une menace pour la sécurité, entre guillemets, américaine. Le fait que le Venezuela et d'autres pays latino-américains renforcent leur interaction avec la Chine, la Russie ou encore l'Iran. Donc voilà, le fait est que, mais en même temps, ces genres de, mis à part le fait que ces sanctions sont totalement illégales, illégitimes, il faut bien comprendre une chose, que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que quand on prend un autre pays latino-américain comme Cuba, ça fait plus d'un demi-siècle que ce pays est sous embargo américain. Là aussi, pourquoi ? Pour avoir fait cette révolution de la dignité qui a été réalisée par Fidel Castro et ses camarades et qui a permis à ce pays de passer d'un pays ouvertement
non développés du tiers-monde qui avaient de grands problèmes dans sa médecine, dans l'éducation. Il y avait un taux très important d'analphabètes et tout ça. Et aujourd'hui, je m'excuse de le dire, Cuba est devenu une superpuissance médicale, rien que cela. En termes de formation médicale, en termes du nombre de médecins pour 1000 habitants, Cuba aujourd'hui peut concurrencer des pays comme la Suisse, Luxembourg, enfin les pays considérés comme étant qui ont le niveau de développement le plus élevé sur la planète. Et cela sans oublier l'éducation, la formation. Le taux d'alphabétisation à Cuba est de 99,8%, qui fait parmi les plus élevés du monde. Voilà, vous voyez. Et aujourd'hui, ce pays qui était considéré comme le bordel des Amériques, comme il était surnommé à une certaine époque, à l'époque où il était dirigé par une dictature pro-américaine, aujourd'hui, personne n'aura le courage d'employer ce terme. Vous comprenez? Donc le Venezuela, en fait, c'est tout simplement l'histoire qui se répète, sachant que les États-Unis continuent de considérer toute l'Amérique latine comme leur arrière-cour, où ils peuvent faire ce que bon leur semble, mettre en place des pantins qui arrangent leurs intérêts. On l'a vu plusieurs fois en Amérique latine. Les coups d'État, les divers coups d'État qu'on a vus en Amérique latine au cours de plusieurs dizaines d'années auparavant, c'était d'une façon ou d'une autre des opérations opérées par la CIA. Vous comprenez? C'était des opérations. Quand il y avait une possibilité d'utiliser leurs pantins locaux pour se débarrasser d'un leader progressiste latino-américain qui voulait justement miser sur la souveraineté nationale, alors on faisait ça. À défaut de quoi, il y avait tout simplement une intervention directe armée, comme cela d'ailleurs était le cas au Panama, par exemple. Enfin, les exemples sont très nombreux. Donc, le Venezuela vit quelque chose qui n'est pas nouveau, mais effectivement, encore une fois, c'est totalement illégal. Et on voit bien que cette tentative de punir le Venezuela, elle ne vise pas seulement les autorités vénézuéliennes, mais elle vise particulièrement le peuple vénézuélien. À l'instar de ce qui s'est passé d'ailleurs à Cuba. À Cuba, ce n'était pas seulement Fidel Castro et ses camarades qui étaient visés, c'était tout le peuple cubain pour avoir osé défier Washington. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu le monde dans lequel nous vivons, et vu aujourd'hui les capacités de résistance qui montent en puissance chaque jour qui passe, je pense que le Venezuela a toutes les chances de tenir, d'autant plus que le Venezuela, il faut bien le dire, n'est pas seul. Le Venezuela peut s'appuyer sur ses alliés régionaux, latino-américains, notamment Cuba, notamment la Bolivie, l'Argentine aussi. En tout cas, l'axe bolivarien est bien vivant, sans oublier évidemment que le Venezuela peut compter sur le soutien de ses alliés internationaux ou régionaux, comme la Chine, la Russie ou l'Iran. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. C'est pour ça que je crois fermement que le Venezuela, malgré toutes ces attaques illégitimes et illégales de la part de Washington, je pense que le Venezuela continuera de tenir. Je reste avec vous, Michael. Vous faites bien de le rappeler, ces alliés. On rappelle que Moscou avait qualifié ces sanctions de terrorisme économique. Mais alors, est-ce que finalement, le fait, il y a certes des alliés, mais les sanctions restent justement applicables, ces sanctions persistent. Alors, est-ce à dire que il n'y a pas d'issue, la seule personne, du moins, la seule partie qui pourrait lever ces sanctions, et donc qui a toujours le pouvoir, c'est bien évidemment les États-Unis, malgré qu'il y ait quand même ce soutien, vous l'avez cité, de la Russie, la Chine et bien d'autres. Bien sûr, Manuela, les sanctions, de toute façon, surtout quand elles sont appliquées, surtout quand il y a un pays qui se considère qu'il a une juridiction qu'il peut appliquer à la planète tout entière, vous comprenez, et qu'il y a aussi nombre d'autres pays qui sont prêts à suivre ces prérogatives. Parce que, évidemment, si par exemple les pays européens n'obéissaient pas à la lettre, je parle bien de l'establishment, évidemment, s'ils n'appliquaient pas à la lettre ce que dit Washington, évidemment, la situation aurait été différente. Mais par exemple, vous savez que les avoirs vénézuéliens qui étaient placés dans la Banque d'Angleterre, ils ont été gelés. Et on parle, si je ne me trompe pas, de plusieurs centaines de milliards. En tout cas, je crois que je ne me rappelle pas du chiffre exact, mais en tout cas, c'était une somme conséquente. Et que le Venezuela avait le droit légitimement de récupérer, parce que c'était un placement qui a été fait il y a bien longtemps. Alors, on voit bien que, vous voyez, c'est-à-dire que finalement, ça ne se limite pas qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les États-Unis appliquent à tous les pays qui sont leurs alliés ou leurs sous-traitants, appelez-les comme vous voulez. Mais le fait est que, voilà, c'est pour ça que ça donne aussi un certain résultat. Mais maintenant, vous savez, les Américains aussi, ils peuvent appliquer les sanctions tant qu'ils veulent, mais à un moment ou à un autre, il faut se rendre à l'évidence. La capacité de résistance aujourd'hui, elle est réelle.
Je veux dire, le Venezuela est sanctionné. Il y a d'autres pays qui connaissent des sanctions occidentales et notamment américaines, comme l'Iran, par exemple. Il y a aussi mon pays, la Russie, on est sous sanctions. On est sous sanctions depuis 2014, depuis les événements de la Crimée, notamment, qui sont voilà, qui peuvent être considérés comme une terrible tragédie pour l'establishment occidental, mais c'était une grande victoire pour la Russie et pour ce qu'on appelle le monde russe. Mais je veux dire, voilà, c'est-à-dire que malgré toutes ces sanctions que l'Occident a imposées à la Russie tient bon, et non seulement tient bon, mais elle a pu établir elle-même des contre-sanctions visant les intérêts occidentaux, et finalement, aujourd'hui, objectivement parlant, mathématiquement parlant, c'est plutôt la partie qui a été l'instigatrice de lancement de cette politique des sanctions visant la Russie qui a perdu plus que la Russie. Vous voyez? Donc évidemment, il y a encore du travail à faire du côté du Venezuela pour pouvoir faire en sorte de pouvoir peut-être mener des capacités de riposte qui puissent toucher des intérêts économiques de ceux qui l'agressent. Et je pense qu'il y a aussi quand même une nécessité à commencer une plus large diversification de l'économie. Ça aussi, je pense qu'il y a matière à faire, il y a du travail à faire. Mais encore une fois, du moment qu'il y a de la volonté, du moment que le peuple et le pays est capable de résister, je pense que les choses qui doivent être encore améliorées et menées, je pense que il y a matière à faire. Je pense que ça arrivera. D'autant plus qu'effectivement, encore une fois, le savoir-faire de la Chine, par exemple, qui est quand même très présente aussi au Venezuela, à l'instar d'autres pays d'Amérique latine, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup contribuer. Sans oublier la Russie et surtout sans oublier l'interaction intra-régionale. Parce que finalement, cet axe de la résistance bolivarien latino-américain, du moment qu'il reste soudé, du moment qu'il reste uni, je pense que c'est aussi quelque chose qui permet d'aller de l'avant et de contrer efficacement ces sanctions. Parce que le Venezuela, encore une fois, n'est pas seul. Merci à vous, Michael Garmondi. Sébastien Périmoni, on poursuit toujours dans l'analyse, la compréhension de ces sanctions américaine contre le Venezuela. Quelle est l'histoire pour vous qui se cache derrière ces sanctions, au-delà du fait que les États-Unis ne reconnaissent pas le pouvoir du président vénézuélien, mais on sait également que les relations entre ces deux pays sont tendues depuis déjà plusieurs années, le cas à l'époque déjà aussi avec le pouvoir d'Hugo Chavez. Et en fait, c'est la grande histoire qui se cache derrière ce qui se passe actuellement dans les sanctions contre le Venezuela et les autres pays qu'a mentionné Michael. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fête un anniversaire que peu de gens connaissent. C'est-à-dire qu'on est le 15 août 2021 et il y a exactement 50 ans, le 15 août 1971, le président Nixon a pris la parole devant les citoyens américains pour déclarer la fin de ce qu'on appelait les accords de Bretton Woods. Et il a fait ça sous la pression d'un certain George Shultz, grand patron américain qui était secrétaire d'État, qui a été l'instigateur de toutes les guerres depuis 50 ans aux États-Unis contre les pays du Sud. Et donc, le 15 août 71, on a mis fin justement au contrôle par les États de la création monétaire, et on est passé à ce qu'on a appelé une économie de marché. Et donc, à l'époque, mon institut, l'Institut Schiller et Monsieur Larouche, avait explicitement mis en garde, en fait, contre cette nouvelle oligarchie financière qui allait à nouveau reprendre le contrôle, allait à nouveau amener à des crises financières très graves et donc allait encore à nouveau amener à une dictature financière mondiale. Donc cet anniversaire, il est très important. Hier, nous avons organisé une conférence avec notre institut, justement, qui a réuni des gens d'Amérique latine, des gens de Russie, de Chine, d'Europe, pour dire qu'aujourd'hui, il fallait inverser ce processus de ces 50 dernières années, parce qu'aujourd'hui, cet empire financier qui s'est créé alors, et quelque part, je rejoins un peu ce que disait Michael, c'est-à-dire que ce qui se passe actuellement au Venezuela et ailleurs, c'est une mauvaise nouvelle à court terme, parce que les peuples souffrent de ces sanctions. Les sanctions au Yémen, où on a plus de 10 millions de personnes en train de mourir de faim, les sanctions au Venezuela, les sanctions partout où les gens n'ont plus accès aux médicaments, ne peuvent pas soigner. On a des dizaines de milliers de morts, sans exagérer. On a des dizaines de milliers de morts aujourd'hui par semaine qui sont liées à cette politique de sanctions américaines dans le monde. Donc c'est très grave. Mais on est aussi, entre guillemets, une bonne nouvelle quand on voit la dynamique mondiale, c'est qu'on est au chevet d'un empire condamné. C'est-à-dire que l'empire occidental, qui a commencé le 15 août 71, cet empire financier, aujourd'hui est en faillite. Je rappellerai un seul chiffre, c'est-à-dire que depuis 2008, par exemple, depuis soi-disant la crise financière, pas une, rien que les actifs de la Réserve fédérale américaine
sont passés de 1000 milliards à 7800 milliards. C'est-à-dire qu'on crée de la fausse monnaie. C'est-à-dire il n'y a plus du tout de lien dans le système économique. On crée de la fausse monnaie pour maintenir son hégémonie. Et évidemment, ça passe par cette politique de sanctions qui est menée à l'échelle internationale. Mais la bonne nouvelle, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'après la crise de 2008, justement, s'est créé un nouvel axe de résistance qui rappelle beaucoup, en fait, ce qui s'était fait dans les années 50, 60, 70 avec l'esprit de Bandung, hein, l'esprit des non-alignés, puisque dès 2013-2014, vous aviez la création des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, c'est-à-dire un pays par continent décidé à se mettre ensemble pour créer une nouvelle architecture monétaire et financière internationale. Il y a eu la création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Il y a eu le Fonds pour la route de la soie. Donc il y a toute une nouvelle, il y a une sorte de monde multipolaire qui s'est créé, si vous voulez, au chevet de l'empire condamné. Et j'inclus, disons, pas la France, mais l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis dans cet empire. Donc, qu'est-ce qui reste finalement à ces dictatures que sont devenues les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne? Il reste une politique de déstabilisation permanente, c'est-à-dire financer des révolutions de couleur un petit peu partout. L'exemple le plus frappant récemment, ça a été l'Ukraine, on en a parlé rapidement, c'est-à-dire où on a organisé clairement un coup d'État pour changer le régime et imposer des fascistes au pouvoir. Donc on a cette politique de déstabilisation, cette politique de sanctions qui est quelque part la dernière flèche de cet empire. Donc évidemment, ça a beaucoup de dégâts au niveau à court terme, mais je pense que la dynamique reste quand même une dynamique de résistance. Et après, faut quand même mettre un bémol par rapport à cette dépendance des pays du Sud vis-à-vis de l'aide occidentale, vis-à-vis de la politique occidentale, vis-à-vis du système financier occidental. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut retrouver le leadership qu'il y avait pu avoir en Afrique ou chez les leaders des pays non alignés comme Modibo Keïta et Indira Gandhi, enfin tous ces gens qui avaient eu le courage de dire que voilà, ils n'étaient pas alignés, que chez eux, ils allaient créer des banques nationales, ils allaient émettre de l'argent pour développer leur propre financement, faire la révolution verte, comme on l'a connu en Inde, lancer des programmes d'infrastructure, de chemin de fer, d'eau potable, d'électricité, et qu'à un moment donné, il faut sortir du game, comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas simplement résister. Évidemment, l'aide multipolaire, la Russie, la Chine est très importante, mais il faut aussi que ces leaders-là brisent définitivement les chaînes avec ce système occidental en faillite et créent leurs propres institutions, leurs propres réseau de financement, leur propre banque de développement et puissent s'engager justement dans cette révolution sociale qui est, disons, qui est tant attendue. Je reste avec vous, Sébastien Périmoni. Justement, on aborde également la question des alliés ou alors des soutiens du Venezuela. On le rappelle, on sait que l'ancien conseiller du président américain, l'ancien président, bien sûr, Donald Trump, avait confirmé que Washington pouvait désormais cibler et sanctionner quiconque soutenait donc le gouvernement de Maduro, y compris les entités ou ressortissants étrangers. Également, pour actualiser ces déclarations, des sources indiquent également que les États-Unis comptent faire le maximum de pression, entre autres, priver le pays d'essence, d'électricité, de nourriture, jusqu'à ce que le peuple ne supporte plus le gouvernement en place et chasse Monsieur Maduro. Alors, est-ce que le Venezuela, parce que c'est ce que disent certains analystes, qui pensent que le Venezuela a été abandonné par la communauté internationale. Est-ce que vous partagez cet avis? Je partage en partie cet avis par rapport à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que c'est au pays d'abord d'arriver à quelque part à régler les problèmes. L'aide internationale peut aider, mais ça ne remplace pas, si vous voulez, une politique courageuse de briser les chaînes avec ce système, même si c'est très difficile. Donc on voit quand même, quand vous expliquez les méthodes qui sont employées, vous savez, ça me fait penser à ce qu'on appelait les sièges à l'époque du Moyen-Âge. Vous savez, on assiégeait un village,
ont coupé la possibilité des marchandises de rentrer jusqu'à ce que le village, le château fort ou la ville, vous voyez, meure de faim. Donc on est face à ces méthodes moyenâgeuses, impérialistes, où on est en train de décider de laisser mourir des millions de personnes pour changer leur politique. Donc évidemment, après, les instances internationales peuvent jouer un rôle pour dénoncer, si vous voulez, ces génocides qui ont lieu. Mais bon, moi, je suis pas un fan des institutions internationales. Vous savez, des génocides, des famines, des guerres qui ont été créées par l'Occident, il y en a depuis 100 ans, en fait. Hein, c'est pas du tout nouveau. Et jamais, malheureusement, la communauté internationale n'a réussi à empêcher donc ces politiques d'être mises en place. Donc il y a deux formes de résistance. Il peut y avoir en effet une résistance à l'intérieur du pays avec le maximum d'aide. On voit, hein, que ce soit au Venezuela, en Iran, à Cuba, où les Russes envoient par exemple via leurs grands cargos de transport des tonnes de matériel, du matériel médical, du matériel agricole. Donc il y a une capacité à se faire aider. Mais cette capacité à se faire aider ne remplacera jamais la capacité à se libérer en tant que pays de ces chaînes impérialistes. Donc ça, c'est un des points. Et après, le deuxième point qui est aussi important, puisqu'il concerne aussi l'Europe et les États-Unis, c'est qu'on doit engager cette résistance. C'est pour ça que nous avons organisé cette conférence hier. Cette résistance doit être organisée au niveau international. Et c'est sûr que tant qu'on n'aura pas changé les États-Unis, tant qu'on n'aura pas changé l'Europe, tant qu'on n'aura pas changé le Royaume-Uni dans sa politique, ce type malheureusement de situation risque de perdurer encore. Donc la bataille, le monde est multipolaire et la bataille est aussi multipolaire. Si Sébastien Périmoni, on rappelle justement, chers téléspectateurs, que vous le savez, on en a parlé sur les plateaux d'Afrique Média, l'administration américaine avait donc reconnu le chef de file de l'opposition, celui-là qui est présenté comme le chef de file de l'opposition de ce côté-là, le président autoproclamé Juan Guaido comme chef de l'État légitime. En tout cas, Donald Trump l'avait fait. Il semblerait, lorsque l'on fait une analyse, hein, que le nouveau gouvernement également de Joe Biden reconnaît ce dernier comme le président du Venezuela. Il s'agit bien évidemment de faire donc pression, comme le dit ou l'affirme justement ses sources, pour chasser du pouvoir Nicolas Maduro. On rappelle que lui également, le président Maduro, a donc l'appui de Moscou, mais aussi de la Chine, qui conserve aussi son pouvoir sur le soutien, grâce au soutien de l'armée et d'autres institutions. Alors, on va sortir de cette première problématique. Michael Garmondi, alors, est-ce qu'avec la nouvelle administration, l'arrivée du président Joe Biden, on peut espérer une normalisation des relations tout de même entre les États-Unis et l'Europe, lorsqu'on sait quand même que depuis son arrivée, plusieurs dossiers qui étaient traités avec l'ancien président, il y a comme une sorte de changement. Est-ce que cela pourrait être possible aussi avec le dossier vénézuélien, tout en notant que Venezuela espère justement que ces relations puissent être normalisées? Personnellement, je ne crois pas beaucoup, je ne suis pas très optimiste sur cette option. Je ne crois pas, effectivement, comme l'a si bien dit Sébastien Périmoni, tant qu'il n'y aura pas un changement majeur de mentalité fondamentale au niveau de l'establishment occidental, états-unien, britannique et celui qui siège à Bruxelles, je ne crois pas qu'on puisse attendre à une quelconque amélioration. Ce qui me rend effectivement, moi aussi optimiste, ce qui me rend optimiste, c'est qu'aujourd'hui, on a montré, enfin, je veux dire, les partisans du monde multipolaire, de façon générale, quelle que soit la région concernée du monde, c'est qu'on a montré qu'il y a capacité à résister. Il y a capacité à résister et il y a même capacité à passer à la contre-offensive. Ça, c'est rassurant. Mais le fait que les attaques de la part de l'establishment occidental vont se poursuivre visant tous les États souverains et qui assument pleinement leur libre choix, leur souveraineté et leur appartenance au bloc multipolaire, ils seront de toutes les façons toujours dans le viseur. Et le Venezuela, pour moi, restera dans ce viseur
Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une quelconque amélioration de la part de Washington sur ce dossier. Je ne crois pas que la position va radicalement changer. Mais encore une fois, le fait que le Venezuela pourra continuer à résister de la meilleure manière possible, de la manière la plus efficace, peut-être qu'effectivement, cela poussera à un moment Washington à faire marche arrière sur certains points, mais cela ne va pas dire que s'il fait marche arrière sur certaines choses, que le lendemain, enfin, entre guillemets, ou un peu plus tard, qu'il ne va pas essayer de contre-attaquer de nouveau, et je pense que c'est ce qui va arriver. Donc, encore une fois, ça rejoint ce qui a été dit aujourd'hui, notamment par mon collègue Sébastien Perimoni. Effectivement, il faut aujourd'hui, pour poursuivre la libération, il faut continuer non seulement à résister, mais aussi prendre des mesures qui permettent de totalement diminuer la dépendance qui puisse exister vis-à-vis de tous ces instruments que les Occidentaux utilisent à leur guise, enfin, l'establishment occidental, il faut bien le préciser toujours. Donc, voilà, à mon avis, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais de là à s'attendre à ce que les Occidentaux, encore une fois, que les élites occidentales se réveillent un beau jour et disent que finalement c'est bon, on accepte la multipolarité et nous allons commencer à traiter les peuples souverains d'une façon respectueuse et digne de ce nom, je ne crois pas qu'on puisse être optimiste sur ce sujet. En tout cas, sur le court moyen terme, je pense que c'est tout simplement impossible. D'où l'importance à continuer de résister. Oui, peut-être toujours avec vous, pour sortir rapidement avec vous sur cette question aussi, parlant de cette déclaration du ministre vénézuélien des Affaires étrangères, justement, ce qui constitue d'ailleurs notre thématique. On parle de crimes contre l'humanité en ce qui concerne ces sanctions américaines. Et de ce côté-là, on interpelle le tribunal pénal international. Déjà, est-ce que c'est possible que ce tribunal se saisisse d'un dossier? Est-ce qu'on peut réellement parler de crimes contre l'humanité? Alors, en ce qui concerne le fait que le tribunal puisse se saisir de ce dossier, je ne sais pas. Malheureusement, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui. Je ne suis pas certain que cela puisse de toute façon avoir un effet réellement escompté, d'autant plus que de toute façon Washington ignore le droit international, donc je ne crois pas en quelle mesure ça peut le faire chavirer. Mais le fait que c'est un crime contre l'humanité, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est tout à fait évident. Les sanctions qui visent un peuple, que ce soit le peuple vénézuélien, cubain, iranien, du Yémen, tout ça, c'est des sanctions effectivement qui visent non pas à punir tel ou tel responsable, comme ils prétendent le dire, mais effectivement, ça vise à punir les peuples concernés pour le fait que ces peuples, dans une large part, soutiennent la politique qui est menée par leur gouvernement respectif. Effectivement, comme l'avait dit, c'est un très bon exemple, c'est un très bon parallèle qui a été fait par M. Perimoni, quand il a parlé du Moyen-Âge, un siège, un village, un château fort ou une ville, dans le but de l'asphyxier par la faim, par la famine, ou Et avec vous, Michael Garmandi, malheureusement, des petits soucis de connexion. Je ne sais pas si c'est possible de vous retrouver pour me permettre de conclure là-dessus. Non. Alors, on va poursuivre avec Sébastien Perimoni, toujours sur cette question. On parle de crimes contre l'humanité en ce qui concerne ces sanctions américaines contre le Venezuela. Alors, Sébastien Perimoni, déjà, est-ce que vous partagez aussi cet avis? Mais est-ce que finalement, le Venezuela, puisqu'on a l'impression que Washington ne semble pas vouloir fléchir jusqu'à ce que du côté du pouvoir du Venezuela, du moins qu'on lâche l'affaire. Tant que Maduro est au pouvoir, Washington va maintenir sa pression. Alors, est-ce que Caracas pourra donc faire face, selon vous, pourra tenir face à ces sanctions? Tenir, je ne sais pas. C'est une situation qui est quand même extrêmement compliquée. Surtout que les recours, par rapport aux crimes contre l'humanité, il faut savoir qu'il y a tout un débat juridique qui a été posé justement sur cette question des crimes contre l'humanité suite à ce qu'on appelle la loi César, le César Act des États-Unis, donc qui a mis ces sanctions en termes d'extraterritorialité à l'échelle internationale. Et il faut savoir qu'il y a, si vous regardez dans le droit, en fait, vous avez
le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, hein, qui dit que toute sanction peut être maintenue tant qu'un seul des membres permanents s'oppose à leur suspension ou à leur levée. Donc on voit bien que le droit international est une blague, puisque on dit voilà, on impose des sanctions, mais si un pays dit qu'on peut les continuer, on les continue. Donc bonjour la démocratie, et évidemment les États-Unis continueront à dire qu'ils peuvent imposer ces sanctions, d'ailleurs sanctions qualifiées de secondaires, parce que si elles n'étaient pas qualifiées de secondaires, je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails techniques, mais en effet, il pourrait en effet y avoir des appels à la Cour de justice internationale pour crimes contre l'humanité. Après, bon, il ne faut pas non plus être dupe sur les institutions. Je le disais, hein, on est face à un empire. Le droit international n'existe pas, n'a jamais existé. C'est des papiers qu'on a ratifiés, qu'on a signés, on a fait des conférences, on a dit, oh là là, il faut un monde inclusif, démocratique, résilient, enfin je ne sais quel mot encore à la mode dans la Startup Nation moderne. Mais en fait, tout ça n'est que du vent, en fait. Hein. C'est un paravent, quelque part. Donc, en effet, d'un point de vue juridique, il sera très dur de porter cette affaire, si vous voulez, devant le Conseil de sécurité de l'ONU ou dans la Charte des Nations Unies pour le faire reconnaître comme crime contre l'humanité. Ce sera peut-être possible dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand la chose aura été malheureusement passée ou que les choses auront changé. Après, sur la résistance actuelle, en effet, bon, moi, je n'ai pas de source, si vous voulez, précise sur le terrain, mais ce qu'on peut dire, c'est que cet empire, aujourd'hui, la nouvelle phase de sanctions et d'attaques prend aujourd'hui une mesure qui est sans précédent. Je vais quand même rappeler, par-delà le cas du Venezuela, que vous avez aujourd'hui le secrétaire d'État américain qui s'appelle Blinken, qui est en train de dire qu'il faut se préparer à une guerre militaire et probablement nucléaire, si vous voulez, contre la Chine. Début août, au sommet de l'ASEAN, les pays du sud-est asiatique, il a été dans plusieurs conférences, même face au ministre des Affaires étrangères chinoise Wang Yi, où il a dit qu'aujourd'hui le monde devait se préparer parce qu'il était très inquiet de la puissance soi-disant nucléaire de la Chine qui était en train de se développer. Bon, il n'a pas précisé que la puissance nucléaire américaine est 20 fois supérieure. Mais si vous voulez, on a tout ce qu'on appelle ce narratif aujourd'hui qui est extrêmement dangereux, où on prépare les esprits à, si vous voulez, une guerre mondiale contre la Chine. Donc c'est là où ça devient extrêmement complexe, puisque les dégâts collatéraux, si vous voulez, dans le cadre de cette nouvelle guerre qui se prépare, sont évidemment les pays les plus faibles, dans lesquels on va essayer très rapidement de changer les régimes. Je rappelle que Juan Guaido, que vous mentionnez, c'est un produit du secrétariat d'État américain. Ce n'est pas du tout un patriote vénézuélien. C'est une création synthétique des réseaux du renseignement américain. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte d'urgence aujourd'hui à renverser le plus grand nombre de régimes possibles à l'échelle internationale pour se préparer à ce contexte de guerre. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très inquiétant. Sébastien Périmoni, on prend la transition, ensuite on revient pour le second thème. On va donc direction donc l'Afrique, on s'intéresse au conflit dans le Tigré. Direction, c'est bien évidemment l'Éthiopie qui nous intéresse cette fois-ci, cette guerre qui a commencé depuis un bon bout maintenant et qui semble prendre de plus en plus d'ampleur. Les dessous de la guerre dans le Tigré, on en parle tout de suite avec nos invités. Je poursuis avec vous. Je pense que vous êtes revenu, Michael Garmondi. Alors, le Tigré, pourquoi le Tigré? Qu'est-ce que le Tigré représente pour l'Éthiopie? C'est une province éthiopienne qui a toute son importance, d'autant plus que c'est quand même la région qui se trouve à la frontière avec l'Érythrée, qui, il faut le rappeler aussi, il fut un temps où l'Érythrée faisait partie de l'État éthiopien. Bon, après, jusqu'à qu'il y a eu la guerre entre ces deux pays et que l'Érythrée se sépare et quitte l'État éthiopien. Donc, c'est un État qui
qui fait partie intégrante de la République éthiopienne. Enfin, cette région, cette province fait partie intégrante de la République éthiopienne. Et évidemment, comme tout territoire qui fait partie intégrante d'un pays souverain, évidemment, il est normal que le gouvernement ne puisse pas fermer les yeux sur les défis sécuritaires qui existent. Je pense en ce sens que l'Éthiopie n'est pas une exception à la règle. Aujourd'hui, dans nombre d'États du monde, y compris dans plusieurs pays africains, on assiste à des groupes terroristes, des rébellions, des bandits de grand chemin qui déstabilisent le travail des autorités et qui créent des problèmes très sérieux pour la population locale. On l'a vu d'ailleurs, ne serait-ce qu'on en a discuté d'ailleurs plusieurs fois, y compris avec vous, en ce qui concerne la République centrafricaine. À quel point des groupes armés illégaux quels problèmes et quels défis peuvent créer non seulement pour le travail des autorités, du gouvernement, mais aussi et surtout pour la population civile. Donc il est évident qu'aujourd'hui, cette situation auquel on assiste dans la province de Tigré, en Éthiopie, évidemment, aujourd'hui, c'est un dossier très chaud et très important pour le gouvernement éthiopien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est tout à fait évident que le leadership de l'Éthiopie ne compte pas reculer et compte reprendre le contrôle d'une province qui fait partie intégrante de cet État. C'est tout à fait normal et ça, d'ailleurs, c'est un défi que n'importe quel pays souverain se doit de régler de la même façon dont il considère être la meilleure. C'est vrai que les violences et tous les affrontements, c'est jamais quelque chose de positif parce que ça apporte des souffrances pour les populations, personne ne dit le contraire. Mais effectivement, il faut voir dans quelle mesure sont instrumentalisés justement ces combattants, ces forces rebelles qui combattent le gouvernement. Et aujourd'hui, au vu de la pression étrangère, occidentale qui est en train d'être mise sur l'État éthiopien, on commence beaucoup mieux à comprendre l'instrumentalisation dont font partie justement ces gens qui combattent le gouvernement éthiopien. Je pense que c'est tout à fait évident et ce n'est pas anodin. Et d'ailleurs, la réaction de l'opinion publique éthiopienne, auquel on a assisté à travers les différentes manifestations qui ont été menées au cours des dernières semaines et des derniers mois, confirme justement cette thèse. Les Éthiopiens refusent catégoriquement l'interférence occidentale dans leurs affaires intérieures, dans leurs affaires souveraines. Voilà, je pense, qu'il faut dire sur ce thème. Merci Michael. Sébastien Périmoni, je poursuis avec vous sur toujours cette question, le conflit ou la guerre dans le Tigré. On s'intéresse au groupe rebelle TPLF qui semble en tout cas progresser. D'ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé la population à se mobiliser. Avant peut-être de revenir sur l'analyse de cet appel, concernant cet appel, intéressons-nous à ce groupe rebelle qui semble quand même être très bien, on va dire quoi, déjà bien armé, bien informé pour pouvoir arriver à ces différentes étapes. Est-ce que l'on pourrait dire, au-delà de la pression internationale que subit le gouvernement d'Addis Abeba, est-ce que l'on pourrait également dire sans exagérer que ces rebelles sont également soutenus sur le plan matériel par des puissances étrangères? En fait, faut se dire que c'est une évidence. C'est une évidence. Vous savez, c'est ce que je disais précédemment sur la stratégie de diviser pour mieux régner et de cet empire occidental condamné à la faillite qui va justement tenter de déstabiliser tous les pays où s'organise une réelle résistance. Donc, il ne fait aucun doute, Michael mentionnait la Centrafrique, on sait par qui sont financés et soutenus les rebelles. On sait qui sont derrière les soi-disant révolutions de couleur, c'est-à-dire la manipulation de minorités. On parle de ethno-nationalisme. On va développer l'ethno-nationalisme, c'est-à-dire prendre des minorités ici ou là, considérer qu'elles sont maltraitées et faire ce qu'on appelle des interventions humanitaires qui se transforment très rapidement en des interventions militaires. Donc on l'a vu en Libye, on l'a vu en Syrie, on l'a vu partout. Donc,
pour partager les eaux du Nil quand le grand barrage, le fameux grand barrage de la Renaissance, est mis en activité. Le prix Nobel de la paix pour ce qu'il a fait dans la région, la fin de la guerre avec l'Érythrée, le développement industriel de son pays, le train entre Addis Abeba et Djibouti, la création de parcs industriels, la création de lignes de chemin de fer secondaires. Donc l'étude famille, la Banque mondiale. Donc c'est vrai que c'est une bataille qui se joue, qui est violente, où en effet on va constamment utiliser des ethnies, si on peut le dire comme ça, minoritaires, mais même si moi je ne parle pas en termes d'ethnie, si vous voulez, demain, les États-Unis pourraient financer
la Chine. Maintenant aussi, il y a un renouveau de l'alliance sécuritaire militaire entre l'Éthiopie et la Russie, puisqu'il y a eu une signature d'un accord tout récemment, on en avait parlé sur Afrique Média. Au-delà de tous ces aspects, pour moi, le point clé, ça reste la mobilisation populaire, qui est probablement l'un des instruments, sinon l'instrument le plus efficace, face à toute tentative extérieure de déstabilisation et de complot et d'attaque et d'agression. Voilà. Merci Sébastien. Alors, on se demandait si c'est réellement la solution. Alors, est-ce que c'est la seule, pardon, est-ce la seule solution, la solution du dialogue, ça c'est fondamental. Je pense que l'idée de mobiliser la population aussi va créer un effet assez important.
Mombasa. Voilà, donc il y a toute une politique de développement infrastructurel qui doit être menée parce À très bientôt.